Nous évoquons la Côte d'Ivoire avec cette loi sur la commission électorale qui a été approuvée par les députés à 124 voix contre 78 et une abstention. Firmin Teko Agbo, la Côte d'Ivoire, en tout cas, va affronter les présidentielles en 2020 et tout le monde sait que c'est un pays qui est assis sur un brasier. Et cette recomposition, en tout cas de la CEI, ne rassure personne. Oui, ça ne rassure personne. Vous imaginez, nous sommes, permettez que j'arrive à soulever 2 à 3 points. Le premier point, vous imaginez, nous sommes en 2010, on avait eu une CEI au départ qui n'avait pas trop de problèmes, où toutes les entités étaient presque représentées. Mais vous avez vu la suite. Aujourd'hui, la base est déjà faussée, où il n'y a presque pas d'opposition au sein de cette commission. Vous pouvez encore imaginer la suite, ça va peut-être être un peu plus compliqué. La deuxième chose, vous avez vu l'image qui a circulé cette semaine sur les réseaux sociaux. Vous voyez l'ancien président Henri Bédier, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, qui vont rendre visite à Laurent Gbagbo. Ouais, ces trois personnalités de la Côte d'Ivoire, il y a là derrière ça un principe d'ivoirité qui ne dit pas son nom. Il y a un esprit nationaliste qui ne dit pas son nom. Je pense que ça, là, ça va fondamentalement jouer en 2020. Il y a Ouattara qui n'est pas totalement ivoirien. Maintenant, les Ivoiriens vont se regrouper contre lui. On se demandera s'il arrivera à s'en sortir. Mais le dernier point qui, à mon sens, est fondamental, c'est le côté militaire. Ouattara est arrivé au pouvoir parce que les rebelles avaient soutenu. Aujourd'hui, le chef des rebelles s'est départi de lui et est allé s'aligner derrière les anciens présidents. On se demande s'il pourrait s'en sortir. Ça, c'est vraiment capital. Quand vous êtes dans un pays, vous êtes à la tête d'un pays, mais vous ne maîtrisez pas tout le dispositif militaire. Il y a l'armée ivoirienne composée d'anciens rebelles. Ces anciens rebelles ont toujours pour patron Guillaume Soro. Comment Ouattara va arriver à s'en sortir? C'est pas une armée disciplinée comme nous sommes au Togo. C'est une armée que Ouattara n'arrive pas à contrôler. C'est la question qu'il faudrait se poser. Et peut-être, moi je dis, si Ouattara se positionne, s'il arrive à gagner, peut-être c'est encore comme en 2010, ce sera grâce à la France. Il avait appelé à l'époque Sarkozy, il avait demandé, Monsieur le Président, faites quelque chose. C'est quelque chose c'est une phrase qu'il a niée, mais c'est vrai. Mais s'il arrive à positionner quelqu'un, il sera difficile à ce dauphin-là de remplir en 2020. Soit il se positionne et il compte sur la communauté internationale, et il compte sur les pays voisins, il compte sur le Togo pour sa sécurité et pour gérer le reste. Alors, Constant Lemou, c'est quoi cette volonté qu'ont généralement les partis au pouvoir à contrôler les commissions électorales? Comment ça s'explique? Les partis au pouvoir organisent les élections à travers les commissions électorales. Qui sont dites indépendantes dans les faits. Ah oui, officiellement, elles sont dites indépendantes. Mais allons voir si leur composition est indépendante. Je ne parle pas encore du nombre de représentants par mouvance politique. Quand une CENI est déjà composée des représentants politiques, elle n'est plus indépendante. Excusez-moi de le dire, elle n'est plus indépendante. Comme au Togo, nous l'avons toujours dit, si on veut que la commission électorale soit indépendante, il faut qu'elle soit animée par des personnes techniques et non des gens politiques. Donc maintenant, on va l'appeler la commission électorale nationale. Peut-être. Elle peut prendre toutes les dénominations logiques, sauf indépendante. Oui, les partis au pouvoir cherchent toujours à avoir la majorité dans la composition des commissions électorales parce que, généralement, on n'entend pas perdre les élections qu'on organise. On n'entend pas les perdre. Et le mécanisme d'organisation est très important pour gagner les élections. Mais là, ça suppose que... Je ne parle pas d'une préparation de fraude, pas du tout. Oui, mais là, c'est là où moi je viens venir. Ça suppose que vous voulez avoir des gens à votre solde, de sorte à ce que lorsque les résultats vous seront défavorables, ils puissent vous aider. Ce n'est pas cela, je pense. Je pense plutôt à l'organisation même des élections. Lorsque une commission est à la solde d'une sensibilité politique qui organise les élections, déjà, les informations, depuis, avant même l'ouverture de la campagne, il y a quand même un sondage qui se fait parce qu'il y a des démembrements. Il y a des démembrements qui prennent déjà le pouls du terrain
et remonte l'information. Lorsque une mouvance politique a de bons représentants au sein des commissions et de leur démembrement, eh bien, ces informations permettent de rectifier les tirs si nécessaire pour bien maîtriser le terrain, pour bien maîtriser la campagne électorale, pour bien maîtriser la compilation des résultats, la surveillance autour de ces résultats depuis les bureaux de vote jusqu'à la proclamation des résultats. Sans chercher à y toucher? Pas nécessairement. Mais lorsqu'on est dans une compétition, on a toujours tendance à tricher, pourvu que l'adversaire ne se rende pas compte qu'on a triché, que ce soit au football ou bien au cours des compétitions électorales. En tout cas, celui qui est candidat ou ceux qui soutiennent et qui sont impliqués dans le processus ont toujours tendance à favoriser leur candidat. Ça, c'est une faiblesse naturelle chez l'homme. Mais lorsque ces commissions sont animées par des hommes techniques, il y a beaucoup plus de chances que les résultats qui sortent ne soient entachés d'aucune irrégularité. Vous allez même constater, même sur le terrain, pendant le recensement électoral, que ce soit pendant le vote ou ainsi de suite, vous allez constater que certains leaders en personne ou bien leurs représentants se comportent, se mettent dans des postures ou bien se positionnent à certains endroits stratégiques pour orienter le choix des électeurs. Donc il y a tout un mécanisme qui dépend nécessairement de la composition de la commission électorale. Non, moi je crois qu'il ne faut pas passer par des moyens au raccourci pour ne pas conclure que la finalité de ces présidents-là qui veulent avoir une CENI à majorité proche donc de leur sensibilité politique. La finalité, c'est pour gagner les élections. Vous savez, il y a... ils peuvent gagner aussi à la loyale. Non, vous savez, je vais vous citer le père donc de la France-Afrique qui disait Omar Bongo qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. Voyez-vous, ça c'est un exemple typique. Et il remonte à son temps, mais c'est les petits France-Africains qui sont là aujourd'hui. La preuve, Omar Bongo et Assimi Yadema étaient les chantres de la France-Afrique aujourd'hui. Quand ils sont partis, c'est leurs fils qui sont aujourd'hui à la manette. Donc ça se transmet c'est de manière héréditaire, voyez-vous. Et puis vous voyez que c'est pratiquement le même schéma aussi que les petits France-Africains ici adoptent. Donc ça veut dire que tel que leur papa l'avait fait, qui leur a quand même permis de durer au pouvoir, eux aussi ils font la même chose. Donc c'est pour juste contrôler les élections et au besoin, lorsque la situation et tente donc à les échapper, que ces personnes puissent quand même venir donc à leur secours et influencer les votes. On l'a vu même ici une fois. Je crois que c'était en 2010 où, à un moment donné, même le pourcentage dépasse la moyenne. On parle de plus de 100 quelque chose. Lorsque vous faites les deux comptes, vous verrez qu'il y a plus de 125 ou 115 sur 100. Voyez-vous même comment est-ce qu'on peut en arriver à des choses comme ça. Cette question de la commission électorale ou des commissions électorales nationales indépendantes, je pense qu'on l'a déjà soulevé sur cette antenne. Mais elle me tient beaucoup à cœur. Mais la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que ces commissions-là ont encore leur place? Parce que cette question-là a été soulevée parce qu'il y avait une crise de confiance entre les gouvernants et les opposants. Oui, et aujourd'hui, plus de 20 ans, 30 ans, ou plus de 20 ans, 25 ans après, est-ce que cette confiance-là est retrouvée? On a mis en place une commission parce qu'il y avait problème. Mais ces commissions qu'on a mises en place ne sont pas indépendantes. Alors, à quoi bon? Quel est l'intérêt de la mise en place de ces commissions-là? Ce que moi je trouve aujourd'hui... Est-ce que le problème, déjà dès le départ, ça n'a pas été pour les oppositions de se rendre compte assez vite que mettre des politiques dans une commission dite indépendante n'allait pas régler l'affaire? Non, je pense que... C'est-à-dire, les partis envoient des gens et ils les envoient pour des missions bien claires. Non, eux-mêmes, ils n'avaient pas compris à l'époque, et je pense que c'est toujours la même chose, ils ne comprennent pas le sens de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que vous ne pouvez pas parler d'une commission indépendante et vous envoyez vos représentants. Et qu'est-ce que vous allez dire aux partis au pouvoir? Regardez par exemple, en ce qui concerne le Togo, le cas Togo, l'accord politique global. On dit la majorité doit envoyer 5, l'opposition 5, maintenant on dit... parlementaire 3. Et 3 de société civile. Société civile. Regardez, on dit société civile proche du pouvoir, proche de l'opposition. Et les opposants acceptent ça.
C'est une manière de tuer l'essence même de la société civile. C'est ça qui fait que les sociétés civiles africaines aujourd'hui sont tellement clivées. Elles sont partisanes en quelque sorte. On n'interdit à aucune société civile ou à aucune organisation de la société civile de faire de la politique, mais c'est de prendre parti, de prendre position comme si elles étaient des partis politiques. Donc et les opposants et les partis au pouvoir ne sont pas arrivés à résoudre le problème fondamental. Alors ce que moi je souhaiterais aujourd'hui, c'est qu'à l'avenir, qu'on fasse disparaître ces commissions électorales parce que ça ne sert pratiquement à rien. Qu'on revienne vers le ministère de l'Intérieur. Qu'on revienne vers le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur se charge de l'organisation comme cela se fait en France, comme cela se fait dans certains pays et on résout le problème. Non, je suis pas quand même du même avis que Firmin parce que si nous prenons le cas togolais, si nous sommes arrivés aujourd'hui à avoir des politiques, c'est parce qu'entre-temps, on a constaté que le ministère de l'Intérieur prenait fait et cause pour le gouvernement parce que... Je peux signaler par exemple qu'en 1994, c'était le ministère de l'Intérieur et l'opposition avait gagné. Juste, l'opposition avait gagné, mais ça, je crois que il y avait eu aussi quelques paramètres là, il y avait eu quelques paramètres où le pouvoir était dans une posture où il ne pouvait pas contester ces élections. Il croyait avoir peut-être la main, mais à un moment donné, ils étaient déchantés. Voyez-vous? Et vous verrez que dans l'histoire même politique donc, de ce pays, c'était même la première erreur qu'ils ont faite. Mais plus tard, en 98, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pression sur la dame qui devait quand même proclamer les résultats parce à Ouanana, parce que c'était clair que c'est l'opposition qui gagnait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait plus tard? C'était un général qui est sorti et qui a finalement proclamé le président vainqueur. Donc ça veut dire que avec un ministère, le ministre de l'Intérieur, c'est pas donné. Il ne peut que proclamer le gouvernement ou le parti vainqueur. Et la commission. Non, je vous rappelle également que dans ce pays, au Togo, nous avons eu la commission des 7 magistrats. Oui. Ça aussi, ça n'a pas marché. Parce que la plupart des magistrats ont pu faire cause pour les rejeter, à l'exception donc de Maître Josse à l'époque qui dénonçait des choses, mais il était juste seul. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, moi je crois véritablement que c'est au niveau donc de la volonté donc des acteurs à faire des élections propres que le problème se pose. Parce que aujourd'hui, je crois véritablement qu'on peut trouver des gens pour être dans ces commissions, même s'ils ont une sensibilité politique, parce que c'est normal qu'on ne peut jamais avoir quelqu'un de neutre à la CENI, parce que au moment du vote, il aura quand même à faire un choix. C'est son candidat. Mais une fois donc à la CENI, il faudrait quand même que les gens se départissent de leur manteau politique pour faire le travail en ayant quand même comme seul objectif l'intérêt supérieur de la nation. Constant, est-ce que peut-être comme dans d'autres pays, je ne sais pas, on dit que c'est comme ça au Ghana, une commission électorale permanente. Est-ce que c'est pas l'idéal? C'est plus ou moins. Là, je sais qu'on ne peut pas me remplir à moi-même. Nous avons vu des responsables, des présidents des commissions électorales prendre toutes leurs responsabilités devant leur population et devant l'histoire. Je pense que c'est le Kenya qui nous a donné récemment... C'était plus le président de la Cour suprême, il me semble, qui a annulé les élections. Qui a annulé les élections. Ça, c'est de la responsabilité. C'est le sens de responsabilité des hommes qui animent ces institutions. Au Ghana, oui, c'est une commission électorale permanente. Elle résout, disons, le Ghana, il faut avouer, a une grande avance. Mais il y a beaucoup de contestations là-bas aussi. Hein, je ne refuse pas, mais c'est le moindre mal par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. La fraude, la tentation de frauder, elle est partout. Je disais en football, elle existe. Quand vous prenez les élections en France, vous n'allez pas me démontrer qu'elles ne sont pas fraudées. Puisque toutes les fois que le parti national prend le devant au premier tour, eh bien, tous les autres candidats se liguent d'une manière frauduleuse, mais légale. Je dis frauduleuse parce que la manière dont la campagne se fait contre le parti national, eh bien, le Front National, je veux dire, c'est une campagne qui sort du cadre normal d'une campagne électorale. Mais on cherche toujours à faire bloc
pour empêcher coûte que coûte le Front National d'accéder au pouvoir. En réalité, c'est une fraude et une fraude légale. Non, c'est une question Ensuite, de responsabilité. Lorsque je prends les États-Unis, jusqu'à présent, le contentieux autour de l'élection de Donald Trump n'est pas encore vidé. On a vu aussi le cas Bush et Al Gore. Partout, il y a cette tentation de frauder de la part des compétiteurs. Il y en a toujours. Bien, si au Ghana, il y a cette commission permanente qui peut, d'une manière, peut-être, si elle est contestée, peut-être certains hommes qui animent cette commission ont commencé par tanguer, au lieu de se tenir droit dans leurs bottes et assumer leurs responsabilités. Au Togo, nous avons toujours souhaité que cette commission, qu'elle quitte l'aspect politique pour être au niveau technique et que tous les acteurs, tous les compétiteurs puissent s'organiser chacun à sa manière pour surveiller le travail de terrain. Alors, est-ce que le problème des commissions, est-ce que, parce que quand on parle de fraude, tout ça, on a tendance vraiment à regarder le parti au pouvoir, mais en même temps, on peut aussi dire que c'est l'opposition qui parfois est mauvais perdant et qui jette le discrédit sur les commissions aussi. Oui, quand on lit un peu l'histoire de ce qui se passe, l'opposition, elle a juste, en quelque sorte, pour contester. Et des fois, même quand on voit des résultats, entre guillemets, peut-être transparents, l'opposition cherche toujours quelque chose. C'est comme l'opposition, depuis l'opposition ne doit jamais perdre. Quand on dit aujourd'hui légalement et scientifiquement que l'opposition a perdu, l'opposition cherche toujours des raisons pour dire qu'elle n'a pas perdu, mais que c'est le parti au pouvoir qui a fraudé. Moi, la question que moi je me pose, jusqu'à quand finiront ou seront réglés ces problèmes liés aux commissions électorales nationales indépendantes. Moi, je dis, c'est une question des commissions qui n'ont plus leur place parce qu'elles n'ont joué aucun rôle. Elles devaient venir être créées, être mises en place pour régler ces contentieux électoraux. Mais plus de 20 ans, 25 ans après, ces problèmes demeurent. Alors, la même manière serait de retourner à l'ancien système où on donne la chance à l'administration d'organiser les élections. On lui donne tout le pouvoir à l'administration, elle organise les élections et on a les résultats. Bien sûr, ces résultats sont contestés. Si c'est la commission qui organise les élections, elles seront toujours contestées. Si c'est l'administration, elles sont toujours contestées. Mais pour éviter de perdre régulièrement de l'argent et du temps et tous les problèmes y afférents, il faudrait qu'on retourne à l'administration. Mais pour enchérir un peu ce que Constant Lemoine dit tout à l'heure en parlant de la France, si Ségolène Royal n'a jamais été élu premier secrétaire du PS, c'est parce que les élections ont été fraudées en faveur de Martine Aubry. La presse française en a abondamment parlé. En France, on fraude. Aux États-Unis, on fraude. Partout, on fraude. Eux-mêmes, ils se sont aperçus. C'est pas parce que c'est fait en France, ce sont eux qui nous donnent des exemples de démocratie. La France, c'est la cinquième puissance du monde. La deuxième puissance d'Europe, c'est une grande démocratie. Mais dans cette démocratie aussi, on fraude. Donc, qu'on ne nous dise pas que c'est seulement la France. Fraudons, c'est ça? Non, c'est pour dire, pour éviter tout ça là, pour éviter ça. Moi, je voudrais qu'on retourne à l'ancien système de l'administration. Je crois que je vais trouver quand même une solution à affirmer sur le plateau. Allez-y. Vous savez, lorsque on nous dit que l'opposition est toujours conteste toujours les résultats, c'est parce que les résultats ou le processus aussi conduit par du moins par l'administration, par le gouvernement, n'a jamais été clair. Alors, parce qu'on a vu. Je vois, quand on parle ici, on a beaucoup en ligne de mieux le Togo. Mais prenons la commission électorale du Togo. Quand vous prenez 5 du pouvoir, 5 de l'opposition parlementaire, quand vous prenez 2 extra-parlementaires qui sont du côté du pouvoir, une société, ça fait déjà 8 pour l'opposition. Et donc vous savez, j'ai dit d'entrée ici, j'ai dit que c'est tout le processus qui doit déterminer la finalité, c'est-à-dire les résultats. Lorsque dans un processus, la CENI qui doit conduire le processus, et que lorsque nous sommes dans la phase d'enrôlement des électeurs, il y a eu, on a vu, si nous prenons le cas du Togo, on a vu tout ce qui s'est passé dans l'enrôlement donc des électeurs. On a vu comment est-ce que des mineurs ont été enrôlés. On a vu tout ça. Mais au même moment où quand la presse dénonçait cela, l'ancien président, pas l'actuel, a dit que lui n'a jamais vu des mineurs. Mais Kadanga. Mais quand
du moins, les résultats ont été affichés. On a vu réellement qu'il y avait des mineurs. Et c'est après qu'ils nous ont dit que ils vont prendre des dispositions, ne serait-ce que pour élaguer tout cela. Donc ça veut dire que les présidents de la CENI du Togo sont presque des préposés du régime. On va passer. Je disais que je dois trouver quand même une solution à la question de Firmin. Si aujourd'hui, l'opposition a toujours contesté la manière dont le gouvernement organise le processus, à un moment donné, on dit, chaque fois, c'est le président, c'est quelqu'un qui vient du régime. Maintenant, on veut que quelqu'un vienne de l'opposition. Vous dites non. Vous dites non. Maintenant, prenons une personnalité neutre. L'opposition avait proposé une... Attends, l'opposition... Je vais arriver. L'opposition avait entre-temps proposé une personnalité neutre et on avait même entre-temps suggéré le président d'un pays ami. Mais qu'est-ce que le régime a dit que nous sommes souverains? Non, il dit que nous sommes souverains. C'est parce que les gens ont quand même cette culture-là de frauder qu'ils ont peur que le neutre ne puisse faire. Ça mène à oui, ça. Les responsables politiques n'ont pas confiance en eux-mêmes pour proposer un responsable togolais. Ils ont proposé. Le pouvoir a dit non. Ils ont proposé, le pouvoir a dit non. D'accord. Dans ce cas, ça mène à oui. Puisqu'il m'a répondu, je vais répliquer. Vous imaginez, en 2015, le premier vice-président de la CENI, c'était qui? C'était... Non, en 2015, le vice-président de la CENI, c'était Francis. C'était Francis. Attendez, vous avez parlé, monsieur. Vous avez vu. Attendez, le vice-président de la CENI, c'était Francis Pedro. Ça veut dire que l'opposition avait une grande responsabilité dans cette CENI. Et jusqu'à présent, Francis Pedro n'a jamais été à même de prouver aux yeux du monde que les résultats qu'il a prouvent que son candidat qui soutenait à l'époque a gagné jusqu'à présent. C'est parce que vous n'oubliez pas de l'histoire. En 2010, les gens pour travailler. Ils ont gagné sur 16. En 2010, les gens se sont retrouvés pour travailler. Ils ont envoyé des militaires pour saisir les matériels. On va changer de sujet si vous permettez. On va passer maintenant au Soudan rapidement. Le procès du président soudanais destitué Omar El-Béchi va s'ouvrir le 17 août prochain. L'ancien chef de l'État inculpé de corruption n'ayant pas comparu ce mercredi à sa première audition. Aujourd'hui, c'était la première audience de son procès, mais les autorités n'ont pas été en mesure de l'amener pour des raisons de sécurité. Le juge nous a donc informé que le procès s'ouvrira le 17 août, a déclaré maître Hicham Al-Ghali, un de ses avocats. Pour Ahmed Ibrahim Al-Tahir, un autre de ses avocats, le procès n'a aucun fond politique. C'est une affaire purement pénale avec des accusations infondées, a-t-il affirmé. Je rappelle que l'ancien président est accusé de possession illégale de devises étrangères, d'avoir acquis des richesses de façon suspecte et illégale selon le parquet. On lui reproche notamment d'avoir reçu une somme de 7 millions d'euros fournis par un donateur et qui n'ont pas été inclus dans le budget de l'État. Firmin Tenko, pendant qu'il augmentait le prix du pain lui-même, il avait beaucoup de cadeaux. Il avait beaucoup de cadeaux. C'était des cadeaux à lui, à sa famille et pas au peuple soudanais. Moi, je m'interroge juste. Le peuple soudanais, il va où? Il est trop pressé. Moi, je pense que cette manière... Est-ce que c'est le peuple ou bien c'est plutôt les militaires qui veulent en faire un écran de fumée pour empêcher les gens d'être concentrés sur ce qui se fait? On brandit un procès de Béchi pour que les gens regardent là-bas. Oui, peut-être c'est une situation émotionnelle. Ça plaît au peuple, et ça plaît aussi aux militaires. Moi, je pense que les deux entités là, sont responsables de ce qui est en train de se passer. Première entité, les militaires. Deuxième entité, le peuple. Moi, je me dis, ils vont où? Cette manière de procéder n'est pas méthodique. Ça va dissuader, par exemple, ceux-là, ces chefs d'État-là qui, à l'avenir, voudraient quitter le pouvoir. C'est-à-dire, vous quittez le pouvoir, ou on vous force à quitter le pouvoir, et du jour au lendemain, c'est le sort qui vous est réservé. C'est comme, c'est la même situation que vit actuellement c'est Jacob Zuma, non? L'ancien président, c'est Jacob Zuma. Constant Lémon. Oui, je me suis posé la question, à quoi sert le procès contre Béchir en ce moment où on n'a pas encore réglé le problème de sa succession. La junte militaire qui dirige le Soudan aujourd'hui n'a pas encore la maîtrise de la sécurité dans le pays. On n'a pas encore organisé les élections. Même
le semblant d'accord qui était intervenu entre la junte militaire et les responsables des manifestations, plus les rebelles habituels du Darfour, cet accord a été dénoncé par cette junte militaire. C'est dans cette foulée qu'on veut organiser le procès de Béchir. À quel besoin répond ce procès? Absolument rien. Mais alors, pourquoi ils n'ont pas réussi à amener Béchir à comparaître pour des raisons de sécurité, alors que ce sont les officiers qui dirigent le pays? Qui doit assurer alors la sécurité dans le pays pour que Béchir soit jugé? Ça veut dire que c'est un procès d'intention, mais qu'on ne peut pas non plus pouvoir tenir régulièrement, dans la mesure où, en réalité, qui juge Béchir? C'est ça la question. Qui le juge? Sylvestre Béni, les Soudanais sont un peu trop pressés? Oui, je crois foncièrement qu'ils sont trop pressés parce que je me dis que s'il faut qualifier cela, on aura tellement d'adjectifs. Je pourrais dire que c'est de l'enfumage, hein? C'est du saupoudrage, c'est du maquillage. On n'a pas besoin quand même de ce procès-là actuellement parce que la situation sécuritaire donc, du pays n'est pas tellement sereine. Donc aujourd'hui, je crois que d'abord, ce procès, je me dis que, bon, est-ce qu'ils veulent le faire comme un test? Parce que le procès n'a aucun fond politique. On nous dit que le monsieur a gardé des devises étrangères chez lui. Maintenant, on nous dit qu'il s'est illicitement enrichi. Mais est-ce que depuis, c'est-à-dire du jour où on a arrêté Béchir jusqu'à aujourd'hui, combien de temps ont-ils pris pour enquêter véritablement avant donc de porter ces griefs-là contre lui? Je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est d'aller donc à pacifier le pays, à trouver un gouvernement responsable qui va hériter donc de ce dossier. Donc aujourd'hui, rien ne presse donc ce peuple-là à jouer sur 2 fronts, même sur 3 fronts, parce que ces rebelles-là peuvent intervenir à tout moment. Parce que le rebelle, c'est quand il a envie qu'il fait tout ce qu'il veut, voilà. D'accord, on va aller à la pause. Il y a tellement d'éléments aujourd'hui. La grande pause et on revient après.